Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Toubiana. Lise Gutman. Radio J. Lynn Toubiana, bonjour. Bonjour Lise. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis de pouvoir présenter le nouveau film de Stéphane Fraisse qui est en studio avec nous, Tu choisiras la vie, et qui a fait hier en avant-première l'intronisation de Diasporama, ce festival du cinéma juif qui a commencé hier soir. Voilà, tout à fait, et qui se prolonge jusqu'au 2 février. Exactement. Voilà, alors bonjour Stéphane. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà, donc on va parler de votre film magnifique que nous avons beaucoup aimé, on a adoré. Lise et moi. Merci. Tu choisiras la vie, c'est votre premier film. Ouais. Avec Lou Delage, Ricardo Scamarcio, Ouais. je ne sais pas si je le C'était pas prononce mal, parce bien. qu'il y en a pas mal qui font moins bien que vous. Et Pierre-Henri Salfati. Alors, il faut dire que ce film, d'abord, va être présenté en avant-première à Cannes le lundi 23 janvier, mais il sort à Paris le 25 janvier. Oui. Enfin, pas qu'à Paris, c'est la sortie nationale. Et c'est la sortie nationale. Alors, votre film nous conduit, Stéphane, dans le sud de l'Italie, avec une famille juive ultra-orthodoxe d'Aix-les-Bains, qui se rend, comme chaque année, dans les Pouilles, pour la récolte des cédrats. Alors, le cédrat, on connaît ce fruit qui ressemble à un gros citron et qui est associé à la fête de Soukhot, oui. Et on apprend beaucoup de choses d'ailleurs sur les cédrats dans le film. C'est vrai. Alors, Esther, la fille du rabbin, jouée par Lou Delage, est attirée par Elio, le propriétaire de la ferme. Je raconterai pas ça comme ça. Moi, je dirais pas qu'elle est attirée. Elle est partie avec sa famille parce que elle est dans un moment de grande remise en question. Oui, ça c'est clair. Écrasée par la contrainte de ce monde-là, et elle fait ce voyage comme peut-être dans son esprit comme un dernier voyage pour tenter de s'arracher à ce monde-là. Et là, elle va faire la connaissance du fermier qui est Elio. Mais on ne peut quand même pas occulter ce terme d'attirance réciproque. Oui, mais c'est pas tout de suite, et c'est pas pour ça. Pas tout de suite. Et c'est pas là-dessus que l'histoire se construit. Absolument. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Alors, c'est cette rencontre improbable entre les deux et vraiment le sujet phare du film. Avant d'en parler avec vous, Stéphane Fraisse, nous allons écouter la bande-annonce. C'est bon d'être de retour chez toi, Elio. Entrez. Non, je peux pas. Je peux pas entrer chez un homme qui n'est pas mon mari. Enfin, je suis pas mariée. Ici, on dit que c'est comme de petites fées dans l'air. Vous croyez aux fées? Vous croyez bien en Dieu. C'était pas à moi de gérer cette terre. Il faut être un peu crétin. Crétin, non. Juste esclave. Je me sens si loin d'eux. Chaque prière me brûle la bouche. J'admire la rigueur de votre monde. Vous avez aucune idée de ce que c'est, mon monde. À quoi tu joues, Esther? Tu étais où? Toi, l'Éternel, que t'es mon Dieu. Donne-moi la force de te guider, je t'en prie. Ma vie est ailleurs. Je ne connais rien de ce monde. Mais je peux plus revenir en arrière. Voilà, alors, donc la bande-annonce de Tu choisiras la vie de Stéphane Fraisse. C'est toujours étrange d'écouter une bande-annonce d'un film, parce que les images qui accompagnent... Mais je trouve qu'elle est très bien faite. Je l'aime bien, moi aussi, je l'aime bien. Et on peut l'entendre, justement. On peut l'entendre. Oui. Et la voir, c'est encore mieux. Oui, et la musique aussi, d'ailleurs, qui accompagne... Oui, la musique est magnifique. La musique géorgienne. Alors Stéphane Fraisse, on vous connaît en tant qu'acteur de théâtre et de cinéma. Vous avez tourné avec de grands réalisateurs comme Agnès Varda, Claude Miller, Claude Berry, donc un acteur confirmé. Alors qu'est-ce qui vous a motivé pour passer justement derrière la caméra et être réalisateur? En fait, c'est une chose qui s'est imposée d'elle-même. Il y a un moment où on sent qu'on est arrivé dans une impasse. Il y a un moment où les choix qu'on a faits, comme c'était mon cas quand j'avais 20 ans, d'épouser cette espèce de voix d'interprétation, voilà, était arrivé
à quelque chose, à un terme. J'avais choisi ça avait du sens quand j'avais 20 ans, j'ai fait plus de 30 ans de carrière, mais quand j'ai passé la cinquantaine, je me suis vraiment remis en question. Je me suis dit qu'il me manquait quelque chose, il y avait une chose qui était insuffisante. Les personnages que j'ai eu la chance, et beaucoup de chance par rapport à un acteur de jouer, m'ont construit. Je dis souvent d'ailleurs que c'est plutôt eux qui m'ont choisi que moi qui les ai choisis, et ils ont fait l'homme que je suis, et j'en suis parfaitement heureux, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose, et je ne savais pas de quelle nature était cette chose en réalité. Donc j'ai fait un premier court-métrage qui m'a fait comprendre que ce rapport à la caméra, c'est-à-dire derrière, écrire et être interprété par d'autres était important pour moi, et je me suis mis dans cette écriture, sauf que quand j'ai commencé à écrire, je savais pas du tout ce qui allait en sortir, et en fait j'ai découvert vraiment comme un spectateur, un propre spectateur de mon travail, que remontait à la surface tout ce qui était tu et silencieux dans ma famille, une partie de cette chose qui m'avait été donnée, transmise, mais dont je n'avais pas vraiment disposé. Et puis pas mal de choses qui étaient encore très sourdes et qu'il a fallu que j'aille creuser, en fait. Voilà. C'est une rencontre avec moi-même, tout simplement. Donc une remise en question identitaire aussi. Oui, alors je remettais pas en cause mon identité juive, mais simplement j'ai essayé de comprendre de quoi elle était faite, comme tout juif d'ailleurs, c'est-à-dire de comprendre quel juif j'étais, qu'est-ce que j'avais reçu entre un père qui de deux parents cachés, pour faire les choses très rapidement, pour dire les choses rapidement, de deux parents cachés pendant toute la guerre, avec du côté de mon père un grand-père qui a fini à Auschwitz, du côté de ma mère une grande partie de sa famille polonaise aussi, donc des gens extrêmement marqués par le traumatisme de la Shoah, et qui se sont tus ensuite, et qui n'ont pas voulu nous peser, mon frère et moi, de leur histoire, de leur tragédie. Mais en même temps, et de manière finalement paradoxale, ça a énormément pesé. C'est-à-dire que on portait en nous ce traumatisme par nos parents, et il y a un moment, il remonte à la surface, et comprendre alors la voie que ma mère prend un jour de devenir extrêmement orthodoxe, puisqu'elle part à Kfar Rabad en Israël vivre, et passer 35 ans de sa vie jusqu'à sa mort l'année dernière, et cet écartèlement d'une certaine manière entre un père agnostique aujourd'hui complètement et une mère qui était ce qu'elle était, m'a fait poser question. Où je me situe? Quel juif je suis, quelle est ma sensibilité, voilà. Et en fait, c'est très complexe parce qu'on peut pas y répondre en 2 minutes. Mais simplement, le film trace une chose. Il dit qu'à un moment se pose la question de la remise en question, justement. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui n'est plus à sa place, quand on n'est plus en harmonie avec soi-même, quand on n'arrive plus à donner un sens à sa vie, et il faut être courageux de pouvoir oser poser question. Alors justement, moi, ce que j'ai ressenti dans ce film, c'est un désir de transmission. Alors je sais pas si... C'est exactement ça, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis également, je me suis demandé, finalement, pourquoi évoquer un milieu juif qui est... aussi profondément ancré dans les traditions religieuses, parce qu'il existe beaucoup de milieux juifs, et pourquoi celui-là en particulier? Est-ce que c'est lié directement à votre histoire familiale? Non, en fait, bien sûr qu'elle m'a beaucoup inspiré, oui. Mais en réalité, pour faire peser cette contrainte sur Esther, sur l'héroïne. Il fallait qu'elle sorte d'un milieu comme celui-là. Il fallait qu'elle sorte d'un milieu qui soit contraignant. Alors contraignant pour celui qui est à l'intérieur et qui le vit en harmonie avec son choix, c'est certainement pas contraignant. Enfin, je ne sais pas. Moi, je sais en tout cas que pour elle, ce rituel, ces répétitions, ces gestes, ces prières qui ne lui viennent plus, deviennent quelque chose qui l'étouffe. Bien sûr. Encore une fois, vous avez vu le film. Je pense qu'il y a aucun personnage n'est stigmatisé. J'essaie de laisser à sa place chacun d'entre eux. C'est pas du tout un film pamphlétaire. Pas du tout. Il n'est pas à charge. C'est un très très beau film, plein de pudeur et très esthétique. Mais le personnage d'Esther, à ce moment-là, si elle s'arrache à une famille plus, je dirais, plus libérale, en réalité,
Oui, bien So sûr. what, quoi. Oui. Donc en fait, là, j'avais la possibilité de raconter un rapport. C'est un rapport quand même. C'est un rapport à Dieu, un rapport de proximité à Dieu. C'est une jeune fille qui a la foi et qui aimerait pouvoir continuer à avoir ce rapport privilégié qu'elle a avec Dieu, mais qui ne peut plus l'avoir parce que tout ce qui entoure ça, c'était ce rapport très dogmatique que cette famille a, la contraint au point de vouloir s'échapper. Oui. Alors ce questionnement dont vous parlez, vous l'avez transposé dans les deux personnages, parce que les deux personnages, bon, on parlait de rencontres improbables, ils se ressemblent finalement, ils sont tous les deux Bien sûr, en proie au doute, ils vacillent, et c'est ça qui est intéressant, vous l'avez bien capté dans ce film. Je vous remercie de le décrire comme ça, parce que c'est exactement ça. En fait, je voulais que le film tende à l'universel. Évidemment que c'est un film qui part d'une spécificité. Je connais bien les milieux orthodoxes pour y avoir un peu grandi. Oui. Je ne les stigmatise pas, mais je sais combien c'est particulier de vivre dans ces mondes-là quand on n'est pas plus croyant que ça, je dirais, pour dire les choses rapidement. Mais je voulais surtout raconter l'histoire de tous les possibles, de nous tous en réalité, qu'on soit ou pas croyant, qu'on soit ou pas juif au fond, puisque lui, il n'est pas juif. Lui, il est accroché à sa terre, il a un tracteur, il creuse son sillon au sens propre, au sens figuré, c'est-à-dire qu'il est en train de s'enterrer. Et elle aussi, lui c'est la terre, elle c'est le ciel. Voilà. En fait, je voulais que à eux deux, ils se représentent le spectre très large de ce que nous sommes tous, c'est-à-dire à un moment à reposer question sur des choix qu'on a faits. Et c'est ça la vocation de ce film, c'est de dire à tout moment reposons question dans nos vies. Voilà. Même quand la question est posée, elle n'attend qu'une chose, c'est à être reposée, c'est-à-dire à vaciller pour être reposée. Et c'est pas facile. Je veux pas décrire la fin du film, mais bien sûr, non, surtout pas. La fin du film qui est magnifique d'ailleurs. Le personnage d'Hélios qui fait, illustre ce que je crois en train de dire. C'est un film aussi sur l'aspiration à la liberté, sur le droit du libre arbitre, à se défaire de l'héritage pesant. Voilà, c'est exactement ça. C'est un film sur la liberté, sur l'émancipation. C'est un film sur la liberté, en fait. Bien sûr que quand on le montre, et quand je parle à votre radio, et quand je le montre dans le cadre d'un festival juif, on peut se dire c'est un film juif. En fait, hier, à la projection... Pas seulement. Je dirais pas tout court. C'est universel. Ça touche à l'universel, grâce alors à la relation aussi entre Elio et Esther. Bien sûr. Et on se rend compte que lui, il a finalement, avec les soucis qu'il a dans la vie, parce qu'il en a, il arrive à comprendre réellement ce qu'elle peut ressentir et il cherche à comprendre. Et ça c'est quelque chose qu'on ressent profondément. Oui, et c'est marrant parce que quand vous disiez tout à l'heure, Lynn, quand vous parliez de cette histoire d'attirance, l'attirance vient, bien sûr, je dis pas... parce que, c'est pas un film romantique. La tension sensuelle, elle est quand même... Elle est grande. Omniprésente. Oui, mais c'est comme on dirait dans les mondes orthodoxes, c'est très tsniout. C'est-à-dire qu'on va pas raconter la scène, mais voilà. On va pas raconter. Justement, c'est-à-dire que c'est un film qui peut s'offrir aux yeux de tous. Tout à fait. Bien sûr. Et qui pose question à tous. Et qui ne donne pas réponse, puisqu'on sait très bien, c'est une chose très juive, il faut poser question, mais la réponse importe moins. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, cette attirance et cette attraction de l'un pour l'autre va naître de la curiosité, de ce trouble et de ce vacillement, puisque j'aime beaucoup le mot que vous avez employé, d'Esther, et qui va le renvoyer lui à son propre tremblement, à sa propre miroir, fissure. C'est complètement, ils sont tous les deux en effet miroir. Et ce qui est assez beau, c'est que c'est elle, la plus jeune, la plus inexpérimentée, qui est la plus mûre, parce qu'elle a déjà creusé. Elle va l'ouvrir à la vie, en fait. Elle va le libérer de cet enfermement dans lequel il s'est Alors, vraiment, je trouve que votre casting, il est formidable. Oui. Les deux acteurs sont à la fois, justement, elle, Lou Delage, elle a ce côté discret, réservé, fragile, mais en même temps lumineux, et on sent quand même
une force et une rage en elle, qui ne demande qu'à s'exprimer, et Riccardo Scamarcio qui est ce personnage charismatique, cette star italienne, et qui en même temps montre une fragilité. Oui, bien sûr. Non, parce que j'ai eu une chance folle, c'est d'avoir trouvé... Parce qu'en fait, un film comme celui-là, si j'ai pas le casting que j'ai, je peux avoir un film réussi, mais ce sera pas celui-là. Et ce qui était il y avait 2 gros défis. C'était de trouver des acteurs aussi virtuoses que ça, pour avancer tout au long de ce film avec délicatesse, avec pudeur, vers ce qui va être le dénouement. Mais il n'est pas écrit sur des effets spectaculaires. On n'est pas dans un Marvel ou dans Avatar. Donc je construisais tout en subtilité, parce qu'il fallait. Donc il faut des acteurs qui répondent comme une rôle, c'est-à-dire qui comprennent qu'on passe de là à là et que la progression, elle est très subtile. Et j'ai eu cette chance. Ces 2 acteurs virtuoses. Elle est merveilleuse, comme vous le disiez très justement, de vulnérabilité et de force. Et sa beauté, je trouve, irradie au fur et à mesure qu'on avance dans le film. Oui, c'est ça qui est assez fait. beau. Et c'est parce que vous avez ce sentiment que vous commencez à avoir une histoire d'amour entre eux. Oui. Mais en fait, c'est les 2 mêmes au début, mais dans son côté sauvage et inquiet et transgressive aussi qu'elle l'est. Bien sûr. Et dans lui, son rapport moral et respectueux vis-à-vis de ces familles, de cette famille qui vient de génération en génération sur sa terre, ne se voit pas. Et d'abord, ils ne peuvent pas se voir, puisqu'on le sait, c'est pas permis, c'est pas de sniout pour une femme qui n'est pas mariée de lever les yeux vers un homme qui n'est pas son mari. Et donc, en fait, ce regard va lentement se lever vers lui, comme lui va oser la regarder, et c'est la découverte aussi de l'autre. Oui. C'est un film sur l'autre. C'est-à-dire comment... c'est une approche nouvelle pour moi d'ouvrir tous ses sens à l'autre. Voilà. Alors liberté, sensualité, voilà. Certainement. Et puis aussi, je dirais un autre terme fort, c'est vérité. C'est-à-dire que chacun refuse d'être une imposture, d'être dans le mensonge. Voilà, il y a une forme très honnête chez ces 2 personnages, une forme très morale, mais on le sait, c'est d'ailleurs pour ça que je fais citer à un moment cette phrase de Camus, être différent, c'est peut-être simplement avoir le courage d'être soi-même. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment, pour être soi-même, ça coûte. Il y a un prix à payer, et ce prix, parfois, vous fait sortir de la route, de votre route morale même. Il faut faire un détour, mais le détour, c'est la route elle-même. C'est encore la route. C'est encore la route. Est-ce que vous souhaitez projeter ce film? Est-ce qu'on vous l'a demandé dans des milieux orthodoxes? Mais moi, je suis tout à fait d'accord pour le faire. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour. Je vais vous dire, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à Kfar Chabad. Je connais beaucoup de familles là-bas, je connais des gens, je connais les usages. Il y a des choses que je ne partage pas. Il y a un archaïsme sur certains aspects de ce monde orthodoxe que je ne partage pas. Et voilà. Mais à côté de ça, je reconnais aussi une grande humanité chez certaines personnes, une grande attention à l'autre, une manière d'accueillir l'autre. Voilà, il y a quelque chose de très généreux. Après, le rapport, pour ne commencer que par là, le rapport entre l'homme et la femme, pour moi, trouve ses limites aujourd'hui, dans un monde qui a évolué. Mais voilà, je sais faire la part des choses. Et c'est pour ça que le rabbin, dans mon film, qui est joué c'est ce que j'allais vous dire, il n'est pas du tout caricatural. Non, je trouve que c'est un personnage qu'on peut vraiment aimer. Oui. Et son discours est beau. J'ai voulu à ce qu'ils disent, j'ai tenu à ce qu'ils disent quelque chose de profond et d'écoutable et de partageable. Et surtout, encore une fois, d'universel. Qu'on soit juif, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, enfin qu'on soit ce qu'on veut, ou qu'on soit tout simplement athée ou agnostique, le message s'adresse à tous, puisque en fait c'est un message de liberté. Oui, et un message de liberté. Alors il y a, Lise et moi, on a été très sensibles à la beauté des paysages, à la beauté de la lumière, de la photographie. Ça a été tourné où? Dans les Pouilles, en fait. Dans les Pouilles. En fait, le passage du Talmud, le Midrash, qui dit que Dieu aurait demandé à Moïse d'envoyer des messagers dans l'Italie du Sud pour aller chercher ce fruit, ce cédra, cet étrog, pour le ramener à Canaan. En fait, ce midrash, il semblerait que, d'abord, il semblerait aujourd'hui qu'on sache que ce fameux fruit de l'arbre n'était pas une pomme, mais peut-être un citron, un cédra, et donc tout le sens et la valeur de cette recherche de cette cueillette que font chaque année les communautés
plus souvent des orthodoxes. Et donc j'ai tourné là, véritablement, où le commandement, où le Talmud nous envoie, c'est-à-dire dans les Pouilles, mais les Pouilles et la Calabre, qui sont aujourd'hui séparées, étaient à l'époque les Calabres. Donc en fait, je suis juste bibliquement, je dirais. Alors, vous êtes juste bibliquement, mais ce fruit sacré devient aussi un peu le fruit de la connaissance et même le fruit du péché dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que je vous dis, c'est ce fruit, justement. C'est parce que c'est probablement le fruit de la connaissance. C'est celui-là. C'est celui-là. Qu'ils ont croqué. Et évidemment, il y a ces rapports un peu à la transgression qui se posent là à eux. Et c'est Adam et Ève quand ils sont là dans ce jardin à un moment de l'histoire. Voilà, mais j'ai voulu vraiment. Alors, le film est plein de symboles. J'ai pas eu peur de ces symboles, mais chacun les lit ou pas, parce que c'est selon son degré de connaissance biblique ou simplement sa perception de ces symboles. Mais moi, je me suis amusé à en mettre beaucoup parce que je trouve que c'est beau. Là. Moi, je suis très attaché à la symbolique. En fait. Et il y a une image très belle où ils sont sous un arbre tous les deux. Voilà, et exactement. Ouais. Et j'ai gardé l'image. Alors, ce que j'adore aussi, c'est le titre de votre film. Tu choisiras la vie, qui est extrait du Deutéronome. Oui. Voilà. C'est un passage du Deutéronome. Voilà. Alors que ce soit lié à l'Éternel ou pas, tu choisiras la vie. Je trouve qu'il est vraiment très beau parce que la vie en hébreu, c'est l'Echaïm. C'est toutes les vies. C'est le titre. Toutes les vies. Donc j'adore cette pluralité. Je pense que c'est l'heure de se quitter. Merci beaucoup, Stéphane. Je raterai juste un petit mot ce soir. Je devais être à Strasbourg pour Diasporama, mais avec les grèves, je ne vais pas pouvoir y aller. Je le regrette follement parce que je voulais y aller, mais je tiens à leur annoncer que si techniquement on y arrive, je serai dans un question-réponse avec le public ce soir après le film. Formidable. Je profite de votre antenne pour le donc on avait pensé mettre au bout des rêves de Jean-Jacques Goldman. Donc voilà, merci Stéphane Fraisse d'être merci allé à vous au et bout merci de vos de l'avoir rêves. aimé autant, ça m'a fait du bien, vous m'avez réveillé. Merci pour nous. Merci. Et même si le temps presse, même s'il est un peu court, si les années qu'on me laisse ne sont que minutes et jours, et même si l'on m'arrête, ou s'il faut briser des murs, en soufflant dans des trompettes, ou à force de murmures, j'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Voilà, Jean-Jacques Goldman, un dernier mot très vite, un dernier Toubiana. mot. Ce film sortira le 23 janvier à Cannes, dans le cadre des rendez-vous du cinéma israélien en partenariat avec Diasporama. Et dont je voulais conseiller un film Quitte pour la peur de Bruno François Boucher avec Ségolène Point, Hélène Borton et François Leroux. C'est un magnifique film qui sort également le 25 janvier d'après une pièce de théâtre d'Alfred de Vigny. Donc on en reparlera la prochaine fois. Voilà, merci beaucoup Lynn Toubiana, Stéphane Fraisse quand vous le souhaitez sur Radio J. Ça, c'est